Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette fin d'année, que vos fêtes de fin d'année se déroulent bien, que vous êtes entourés des personnes aimées et aimantes et que vous laissez en 2024 tout ce qui vous pesait afin de démarrer 2025 en pleine forme. D'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse, j'organise un nouveau stage le 1, 2 et 3 février 2025 à côté d'Angers, que j'ai appelé le chemin de l'Olivier en référence à la série sur Netflix, étant donné que souvent les gens qui viennent dans mes stages me disent « Ah, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans la série Le chemin de l'Olivier ». Donc cette fois-ci, je lui ai donné son nom. Ça en dit long, je pense, sur le fait justement de se libérer de tous les schémas répétitifs négatifs de vie qu'on peut avoir et qu'on a hérité de nos ancêtres, de façon à pouvoir être pleinement soi-même et se libérer de ces fameux schémas, de ces traumatismes, de ces mémoires qui des fois encombrent nos vies et nous empêchent d'aller vers nos objectifs. Donc, et ce stage, en fait, il va s'appuyer sur 3 piliers, où là j'ai réuni toutes mes connaissances. Donc, premier pilier, ça va être les constellations familiales et chamaniques. Deuxième pilier, la psychogénéalogie. Troisième pilier, l'art-thérapie transgénérationnelle. Donc ces 3 outils, en fait, c'est autour de ça que j'ai construit le stage, de façon à pouvoir aborder le transgénérationnel sous différentes formes, sous différentes facettes, de façon à aller chercher en profondeur au niveau de son inconscient individuel et familial, voire même sociétal, ce qui nous plombe, ce qui nous empêche d'avancer dans nos vies. Et en attendant le stage, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ce podcast où on explore tous les différents aspects du transgénérationnel, de la systémie dans la famille et autres. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très puissant et profond que sont les traumatismes transgénérationnels, ces blessures invisibles transmises de génération en génération, et souvent sans qu'on s'en rende compte. Donc comment ces événements vécus par nos ancêtres continuent-ils de marquer nos vies aujourd'hui, et surtout comment pouvons-nous nous en libérer? Donc déjà, première chose, c'est quoi un traumatisme transgénérationnel? On va commencer par définir ce concept. Un traumatisme transgénérationnel se produit lorsque des événements traumatiques qui ont été vécus par nos ancêtres, comme des guerres, des violences, des catastrophes naturelles ou des abus, continuent d'influencer les générations suivantes, même si ces dernières n'ont pas directement vécu ces événements. En fait, les mécanismes de cette transmission, ils sont souvent inconscients. Par exemple, si vous avez un grand-parent qui a vécu une guerre, en fait, toutes les peurs ou les comportements de survie que votre ancêtre a développés, ils vont se transmettre à la génération suivante sans explication évidente. Et ils vont se retrouver donc chez vous, chez vos enfants, chez les petits-enfants. Et cela peut se manifester par des symptômes de stress post-traumatique, des troubles de l'anxiété, des comportements de fuite, ou ça peut être aussi un excès de contrôle surtout dans différents domaines de vie, et même des schémas répétitifs dans les relations. Donc l'idée clé ici, c'est que ces traumatismes qui ont été vécus par les ancêtres, ils ne sont pas uniquement des héritages émotionnels, mais ils sont aussi parfois physiologiques. C'est-à-dire que certaines recherches aujourd'hui en épigénétique montrent que les traumatismes peuvent laisser des marques sur notre ADN. Donc en fait, il y a des preuves scientifiques aujourd'hui qui vont affecter en fait notre manière de réagir au stress, aux émotions et à la douleur. D'ailleurs, c'est vraiment hyper intéressant. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'il raconte sur le transgénérationnel en épigénétique. C'est assez fascinant, ces marqueurs qu'on retrouve sur l'ADN. C'est-à-dire que une aïeule qui, par exemple, a été violée à une époque, sur les générations du dessous, pour celles qui portent les mémoires, on peut retrouver le même marqueur au niveau de l'ADN que l'aïeul. C'est assez bluffant, hein. Alors, comment ces traumatismes vont se manifester dans notre vie? On va prendre quelques exemples pour mieux comprendre. Imaginez une personne qui souffre d'une peur irrationnelle des conflits. Cette peur, elle peut sembler déconnectée de sa propre expérience de vie, mais elle peut être l'héritage d'un parent ou d'un grand-parent qui a vécu une situation de violence domestique ou un conflit familial intense. En fait, la transmission se fait à travers des comportements appris, mais aussi une mémoire émotionnelle partagée ou une adaptation physiologique et psychologique au stress. Tous ces traumatismes transgénérationnels peuvent aussi se manifester par des comportements récurrents ou des décisions apparemment inexplicables. Une personne, par exemple, qui répète toujours les mêmes erreurs dans ses relations amoureuses ou qui semble incapable de s'engager pleinement dans un projet de vie, elle peut en réalité être prise dans un cycle de peur ou de doute qui vont être hérités d'une génération précédente. Mais en fait, il n'y a pas que des conséquences invisibles. Des traumatismes transgénérationnels, ils peuvent aussi se manifester à travers des maladies, des troubles alimentaires, des comportements autodestructeurs,
des dépressions qui, des fois, elles semblent être venues de nulle part. Moi ça m'arrive souvent d'avoir ce type de personnes qui viennent me voir en me disant « Je comprends pas, tout va bien dans ma vie, il n'y a pas de souci particulier. » Et c'est vraiment ça, mais pourtant, je me sens pas bien, je sens que ça va pas à l'intérieur de moi. Bah là, typiquement, on est dans le transgénérationnel. Si tu as l'impression que dans ta vie, t'es là où tu devrais être, que voilà, t'es marié, tu te sens bien, t'as tes enfants, machin, machin, et finalement, t'as tout mis en place comme tu le souhaitais, mais tu te sens pas bien à l'intérieur, bien souvent, c'est que peut-être tu portes quelque chose qui n'est pas à toi. Donc, et souvent, on va trouver donc l'origine de ces maux, de ces maladies, de ce mal-être, dans une douleur qui a été transmise inconsciemment par les générations du dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai listé plusieurs exemples que moi j'ai eu en thérapie, afin que vous puissiez vraiment rationaliser le truc, comprendre comment ça se manifeste. Le premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est tout ce qui concerne les guerres et les conflits armés. Donc, par exemple, un grand-parent qui a vécu la Seconde Guerre mondiale ou à des événements comme la guerre d'Algérie, il peut avoir développé des symptômes de stress post-traumatique et ces symptômes, ils peuvent se transmettre inconsciemment à ses enfants, à ses petits-enfants sous forme de peur irrationnelle, d'anxiété ou de comportement d'hypervigilance. Par exemple, une mère, elle peut transmettre à son enfant une peur excessive des conflits, même s'ils n'ont pas vécu une guerre eux-mêmes. Donc les descendants, ils peuvent souffrir de troubles d'anxiété, de stress chronique ou même de comportements de fuite ou d'agression dans des situations stressantes. Et en fait, ils ont hérité de ces mécanismes de survie de leurs ancêtres. Un deuxième exemple que j'ai souvent vu, c'est tous les traumatismes liés à l'esclavage et à la colonisation. En fait, les descendants d'esclaves ou de populations colonisées, ils portent souvent les marques des violences et des humiliations subies par leurs ancêtres. Les traumatismes de l'esclavage, par exemple, peuvent se manifester par un sentiment profond d'insécurité ou de dévalorisation ou de honte. Et en fait, ça a été transmis à travers les générations. Donc ça peut se traduire par des troubles de l'identité, des difficultés à se sentir légitime ou égal aux autres, ou par une reproduction de schémas de soumission dans des relations interpersonnelles ou professionnelles. Ça peut être dans la soumission, mais ça peut être aussi l'inverse, ce qu'on appelle le triangle de Karpman. C'est un peu ce triangle où un coup je suis bourreau, un coup je suis victime, un coup je suis le sauveur. Et finalement, je reproduis où je suis en soumission ou alors je suis en domination. Ensuite, il y a un autre exemple que sont les violences domestiques. Un enfant qui a grandi dans un environnement où la violence domestique était présente, alors que ce soit de la violence physique ou psychologique, en fait, cet enfant, à l'âge adulte, il peut reproduire ses comportements ou au contraire devenir extrêmement protecteur et craintif des conflits, par peur en fait de revivre ses traumatismes. Et si ce parent n'a pas eu l'opportunité de traiter son propre traumatisme, il peut le transmettre à son enfant, qui pourrait se retrouver, lui, dans une relation abusive sans comprendre d'où ça vient. Donc, les enfants, ils peuvent développer à travers ça des troubles de l'anxiété, des comportements de dépendance, une faible estime d'eux-mêmes, ou même devenir des adultes violents, ou à l'inverse, éviter totalement tous les conflits. Ensuite, on a tout ce qui concerne les abus sexuels et physiques. Un enfant qui a été victime d'abus sexuels, il peut développer des comportements autodestructeurs, de la honte ou de la culpabilité. Et en fait, tout ça, ça va être transmis à la génération suivante de manière non verbale et parfois sous forme de comportements inhibés, d'anxiété ou d'incapacité à établir des relations intimes et saines. J'ai eu une jeune fille comme ça il n'y a pas si longtemps qui portait cette mémoire de viol et de maltraitance physique. Et ça lui est arrivé malheureusement, elle portait la mémoire et elle a été également violée. Et elle était complètement dans ce type de comportement, elle a développé des troubles alimentaires et elle évite complètement les relations maintenant. Et dans son esprit, il est clair qu'elle ne sera jamais mariée, qu'elle n'aura jamais d'enfant, etc. Le traumatisme est très fort, il n'est pas encore... elle l'a pas dépassé encore et c'est normal, ça prend du temps. Mais voilà, donc ça pour dire que quand il y a des mémoires comme ça de viol, il faut vraiment aller les travailler afin que ça ne continue pas à perpétuer. Une fois, j'ai eu une personne comme ça, c'était déjà sur 4 générations de femmes qui ou ont été attouchées sexuellement ou violées. Donc oui, quand c'est comme ça, il faut aller faire une constellation, travailler en psychogénéalogie. Enfin, moi, je recommande les constellations, ça va plus vite. Mais c'est vraiment impératif. Parce que comme je le disais, à partir du moment où tu as cette mémoire,
Tous les descendants, ils peuvent être confrontés à des problèmes de confiance en eux, des troubles alimentaires, je viens de l'évoquer, et avoir des difficultés à gérer des émotions comme la colère ou la tristesse. Et en fait, sans comprendre qu'ils répètent inconsciemment un héritage de douleur familiale, hein. Encore une fois, hein. Souvent, quand on n'est pas dans ce milieu et qu'on ne connaît pas tout ça, on pense juste que c'est la faute à pas de chance, etc. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça et ça peut se résoudre. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous portez ce type de mémoire, je le dis parce que il m'est arrivé aussi d'avoir des gens comme ça qui ont eu la sensation d'avoir été violés ou touchés alors qu'il ne leur est rien arrivé dans leur vie de concret. C'est juste qu'elles portent la mémoire. Et en fait, la mémoire, elle est là, donc elles ont cette sensation d'avoir été abusées physiquement, alors qu'il ne s'est rien passé, mais elles portent la mémoire de la grand-mère ou de la mère ou de l'arrière-arrière-grand-mère, ce qui fait que c'est comme si elles l'avaient vécu corporellement. Et alors des fois, on peut porter la mémoire et il ne nous arrive rien dans notre vie, mais si on est toujours en train de porter cette mémoire, ça veut dire que le jour où tu as des enfants, en fait, tu vas refiler la mémoire, et c'est pas parce que toi, il t'est rien arrivé que eux, il leur arrivera rien. Vous voyez, c'est un peu... des fois, ça peut sauter une génération. Donc, à travailler. Un autre exemple, la pauvreté et la précarité. Alors, les enfants d'un parent qui a grandi dans la pauvreté, ils peuvent internaliser un sentiment de manque ou de peur de la privation. Par exemple, j'ai eu un petit garçon comme ça. Quand il est à table, il est pas très âgé, il a 10-12 ans de mémoire. Et quand il est à table, il faut absolument qu'il se serve le premier et qu'il remplisse son assiette bien plus que ce qu'il a faim. C'est systématique et en fait ce petit garçon typiquement il avait des mémoires de pauvreté et de précarité. Donc c'est ce qu'on a travaillé parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher tout le temps d'avoir peur. Alors ça s'appliquait pour l'alimentation mais déjà à son âge il s'inquiétait aussi du budget financier de ses parents. Toujours la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de nourriture, etc. etc. Donc cette peur de manquer, elle peut se traduire donc par une obsession pour l'argent, une incapacité à profiter de ce qu'ils ont ou un sentiment de honte qui va être lié à leur statut social. Parfois, les enfants de personnes qui ont vécu dans une précarité financière, ils développent un stress constant lié à la peur de perdre leur stabilité matérielle. Et ça peut entraîner des comportements comme une aversion excessive pour les risques. Donc on est tout le temps dans la sécurité et du coup on ne profite pas de la vie, on est tout le temps en train de se protéger. Ou alors ça peut être un besoin de contrôler ou d'amasser de l'argent. Ou alors un sentiment constant d'insécurité. Un autre exemple, les migrations forcées et les exils. C'est-à-dire que les enfants de réfugiés ou de personnes ayant vécu des exils forcés, ils peuvent être marqués par l'expérience de leurs parents, même s'ils n'ont pas eux-mêmes vécu le traumatisme. Par exemple, un parent qui a fui un régime dictatorial ou une guerre civile, il peut transmettre des schémas de comportement liés à l'instabilité ou la peur de l'autre, on ne rentre pas en lien avec l'autre, ou alors de l'hypervigilance aussi face à des situations de menace, même dans des contextes qui sont sûrs. Et quand les enfants héritent de ce type de mémoire, ils peuvent ressentir une peur irrationnelle, la peur de perdre un sentiment de sécurité, peut-être une difficulté à s'ancrer ou à se sentir chez eux. En fait, ils vont avoir du mal à se sentir pleinement à la maison, quoi. Je me sens bien, je suis là où je dois être, ça va pas être ça, c'est tout le temps, je me méfie de l'autre, je sais pas trop si je suis à la bonne place, etc. Ça donne des gros problèmes de place d'ailleurs. C'est souvent ce qui ressort en constellation, c'est où est ma place quand on a des mémoires d'exil et de migration. Ou encore, ils peuvent avoir aussi une tendance à idéaliser un passé qu'ils n'ont pas vécu. En fait, ils sont tellement malheureux dans leur présent à pas trouver leur place qu'ils idéalisent que peut-être que dans le pays d'origine, c'était mieux et là, l'imagination fait le reste parce que quand on a des carences, qu'elles soient affectives, manque d'amour ou autre, de toute façon, c'est l'ego qui nous aide à faire ça, mais on met en place un peu des histoires qui n'ont pas forcément existé, de façon un peu à se faire du bien. On se crée un monde de façon à se sécuriser et puis à se nourrir. Maintenant, je vais aborder le suicide et les troubles psychiatriques dans la famille. Le suicide d'un membre de la famille ou des proches, il peut laisser une empreinte émotionnelle très profonde. Même si l'événement n'est pas explicitement évoqué, parce que souvent c'est passé sous silence, il y a des époques en plus où c'était honteux de dire qu'un membre de la famille s'était suicidé. Donc on va avoir droit au silence ou alors les comportements de dépression peuvent se transmettre aussi. Par exemple, un parent qui a perdu un frère ou une sœur dans des circonstances tragiques, en fait, il peut sans le vouloir transmettre une sensation de désespoir ou de désillusion à ses enfants, qui ne comprennent pas d'où vient cette ombre qui pèse sur leur famille.
Donc les enfants qui portent cette mémoire de suicide ou les troubles psychiatriques, les enfants ils peuvent développer des tendances dépressives, des troubles de l'humeur, un sentiment d'impuissance ou des pensées suicidaires, même sans avoir été directement témoin de l'événement traumatique. Et il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des discriminations et les oppressions systémiques. Les enfants de familles qui ont vécu des discriminations raciales, de genre ou autres, ils peuvent porter un lourd héritage de lutte, mais aussi de colère et de marginalisation. Par exemple, un enfant d'immigrés dans une société raciste, il peut internaliser un sentiment d'être moins qu'eux, ou de vivre dans une forme de rejet social continu. Et quand on a cette mémoire, cela peut se traduire par un manque de confiance en soi, une peur de l'échec ou même des comportements d'auto-sabotage. À chaque fois que je commence à envisager un projet, à me sortir la tête de l'eau, je vais faire en sorte de saboter mon truc et ça ne marchera pas. Et les descendants, ils peuvent également éprouver une forme de colère ou de révolte, souvent sans même comprendre qu'ils répètent une lutte qui a été transmise. Donc, vous voyez, là, j'essaie de vous fournir un maximum d'exemples, mais si je devais conclure, en fait, ces exemples, ils montrent comment les traumatismes transgénérationnels peuvent vraiment s'infiltrer dans nos vies de manière insidieuse, parce que personne ne nous prévient généralement. Et en fait, ça va affecter notre bien-être mental, émotionnel et physique, et parfois de façon inconsciente. Alors évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions à ça. Donc la question, c'est comment guérir des traumatismes transgénérationnels. La première étape pour guérir des traumatismes transgénérationnels, c'est de prendre conscience de leur existence. Ça nécessite souvent un travail de compréhension, mais de réflexion aussi, et parfois même des recherches généalogiques. Donc pour certains, ça peut inclure des discussions aussi avec des membres de la famille, l'exploration de l'histoire des ancêtres, ou alors l'examen des schémas répétitifs dans la famille. Donc moi, après, l'approche que je recommande, évidemment, vous commencez un petit peu à me connaître, ce sont les constellations familiales, parce qu'elles visent vraiment à mettre en lumière tous ces liens invisibles qui unissent les membres d'une famille et à libérer les tensions qui sont accumulées au fil des générations. Et en travaillant sur ces liens, il est possible de briser les schémas répétitifs et de se réconcilier avec l'histoire familiale. Il ne faut pas oublier que dans un arbre généalogique, c'est de l'amour. Un arbre généalogique, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est faire circuler l'amour entre les membres. Pourquoi j'hérite des mémoires? C'est pas pour m'embêter, c'est par solidarité, par amour pour mon clan. J'en hérite inconsciemment pour pouvoir les régler à mon niveau si jamais ça n'a pas pu être fait plus haut pour plusieurs raisons. Et j'ai presque envie de dire, peu importe pourquoi ça n'a pas été fait. L'essentiel, c'est de libérer la mémoire. Et évidemment, il est aussi crucial de cultiver la résilience personnelle et de se concentrer peut-être pour vous aider en parallèle sur des pratiques dites de guérison comme la méditation, la pleine conscience ou même des approches corporelles comme le yoga ou la danse. L'idée vraiment c'est de se reconnecter au corps et à l'esprit et de créer de nouveaux chemins neurologiques qui permettent de répondre de manière plus saine aux défis de la vie. Et ça c'est hyper intéressant parce que par exemple en constellation on ne fait pas appel au mental. Ce qui va nous guider en constellation c'est le corps et les émotions. Parce que le corps a engrammé les mémoires. C'est lui qui porte tout ça. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire une constellation, parce que vous pouvez venir avec n'importe quel type de problématique. Ça peut être arrêter de fumer comme j'ai été violée. Enfin, vous pouvez prendre tout. Ou alors j'ai un problème avec mon boss, j'arrive pas à mettre mes projets de vie en place, je suis en conflit permanent avec mes enfants, j'arrive pas à prendre ma place de parent, j'arrive pas à prendre ma place d'homme, de femme, etc. Et la constellation, typiquement, va nous mettre en lumière tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que vous, en surface, vous connaissez les symptômes de votre problème. Moi, c'est ce que j'appelle les symptômes. C'est vraiment le sommet de l'iceberg. Et la constellation va vous emmener dans la partie immergée de l'iceberg. Donc, les racines du problème, où est-ce qu'elles sont? Avec qui ça prend forme à la base dans l'arbre, sur quelle génération je suis, avec qui je suis en lien et comment je fais pour justement m'en libérer pleinement. Donc c'est pour ça que faire une constellation, des fois il en faut une, des fois il en faut deux, des fois il en faut plusieurs. Moi c'est vrai que je fais de l'individuel, mais si vous voulez vraiment de l'efficacité, rapidement entre guillemets, faire un bon coup de ménage, en fait ça va être ça la différence. Un stage de 3 jours, ça balaye énormément de choses. On a beaucoup plus de temps sur 3 jours et moi je trouve que les 3 jours de stage, ça permet vraiment d'aller en profondeur. On peut résoudre les choses en individuel, évidemment qu'une constellation individuelle va vous montrer beaucoup de choses aussi de votre vie.
Mais on balaye pas la même chose sur 1 heure et demie de constellation individuelle que sur 3 jours, évidemment. Et en 3 jours, on a le temps en plus de modifier l'état de conscience de façon vraiment à ce que l'inconscient puisse livrer tout ce qu'il a à nous montrer. Parce qu'à partir du moment où l'inconscient vous remonte les dossiers, c'est qu'ils sont prêts à être traités. Sinon, il les fait pas remonter. Et pour terminer ce podcast, je voulais vous livrer un témoignage d'une personne que j'ai accompagnée en constellation familiale et qui m'a écrit pour ce podcast justement son témoignage, d'où elle est partie, d'où elle est arrivée par rapport à ce qu'elle a vécu. Et je tenais à vous le lire pour que vous puissiez peut-être comprendre un peu mieux. Parce que tout ça, évidemment, tout ce qui est transgénérationnel, c'est quand même très invisible. Hein. C'est de l'inconscient, c'est psycho-émotionnel, c'est corporel, donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et là, la personne m'a livré ce témoignage, voilà, je vous le lis. Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans et j'ai grandi dans une famille où les non-dits et les secrets étaient omniprésents. Depuis mon enfance, j'avais un sentiment étrange de porter un fardeau, comme si quelque chose d'invisible pesait sur moi. Mon père, un homme froid et distant, m'avait souvent raconté que sa propre mère avait souffert de la guerre, d'exil et de pauvreté. Elle, à son tour, avait été marquée par la perte de son propre père dans des conditions dramatiques. À l'époque, je ne comprenais pas l'ampleur de ce que cela signifiait, mais je sentais profondément que quelque chose se passait en moi, un mal-être que je n'arrivais pas à expliquer. Plus tard, au fil des années, j'ai commencé à observer des schémas dans ma famille qui se répétaient, une incapacité à exprimer les émotions, des relations marquées par des violences silencieuses et une sorte de résignation face à la vie. Cela m'a poussée à explorer en tant qu'adulte des moyens de comprendre ce mal-être. Je me suis tournée vers Fanny et c'est là que j'ai découvert les constellations familiales et le terme de traumatisme transgénérationnel qui a fortement résonné en moi. Fanny m'a expliqué que ces blessures pouvaient être transmises de génération en génération, que certains événements traumatiques non résolus étaient portés par les descendants sans qu'ils en aient conscience. J'ai compris que mon stress, mes angoisses et même mes comportements étaient en grande partie nourris par des traumatismes vécus par mes ancêtres. Pour me guérir, il a fallu que je fasse un travail en profondeur. Cela a commencé par accepter que ce fardeau était bien réel, qu'il ne venait pas de moi seule, mais d'une histoire collective. J'ai entrepris des séances de constellation familiale, où on a pu découvrir les racines des problèmes, où on a déconstruit certaines croyances transmises de manière implicite. J'ai aussi pris le temps de m'installer dans la nature, loin des bruits et des attentes familiales, pour m'écouter vraiment et déconnecter des injonctions familiales. Un moment clé a été lorsque j'ai demandé à ma mère de me raconter son histoire, celle de son enfance. Nous avons parlé longuement et j'ai compris la douleur de ses propres traumatismes, ceux qu'elle n'avait jamais pu exprimer. Ces échanges ont permis de créer une passerelle entre nos 2 générations, un espace de reconnaissance mutuelle qui a été libérateur. Ce processus m'a aussi amené à pratiquer la méditation et à me reconnecter à mon corps. L'un des grands chocs pour moi a été de comprendre que je n'avais pas à reproduire le passé, que je pouvais faire des choix différents et me libérer de ces héritages douloureux. Aujourd'hui, je me sens plus légère, plus sereine. La guérison n'est pas une fin, mais un chemin. Il y a encore des moments où les ombres du passé réapparaissent, mais je sais mieux les reconnaître et les apaiser. Je suis fière de transmettre à mes enfants des valeurs d'amour, de communication et de résilience, bien éloignées de celles qui ont marqué mes ancêtres. Ce processus de guérison a été long et difficile, mais il m'a permis de me réapproprier mon histoire et de guérir les blessures que je portais sans le savoir. Merci Marie pour ce témoignage. Et je pense que voilà, tout est dit en fait. Tout est dit à travers ce qu'on porte, le système de croyances, les traumatismes, les injonctions familiales avec lesquelles on se construit. Là, l'idée, c'est voilà, de se guérir, de se réapproprier sa vie et de faire ses choix en conscience, sans être en loyauté avec quelqu'un de la famille. Voilà pour ce podcast. Donc pour conclure cet épisode, on peut se souvenir que le travail sur les traumatismes transgénérationnels n'est pas facile et il se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, hein, parce que moi j'y suis formée, mais c'est un travail que j'ai longtemps fait pour moi et que je fais toujours. Et en fait, ça demande évidemment de la patience, de l'introspection, mais aussi beaucoup de courage. Parce que bien souvent, voilà, c'est ce qu'on dit, mais c'est le premier rendez-vous qui est le plus dur à prendre.
Encore, bon, ça dépend des gens, je ne vais pas faire de généralité, mais une fois que vous avez commencé, c'est impressionnant comme votre vie, elle peut en être changée et bouleversée, mais dans le bon sens. Je crois que c'est important parce qu'une vie, on n'en a qu'une, de pouvoir la vivre pleinement, en étant pleinement soi-même, en assumant ses choix, en assumant qui on est, même si on ne convient pas peut-être aux attentes de notre famille. Et voilà, le chemin, c'est un chemin de guérison. C'est une possibilité de se libérer non seulement soi-même, mais aussi les générations futures de ce fardeau invisible. Hein, parce qu'encore une fois, tout ce que vous bossez pour vous, vous le libérez pour vous, mais aussi pour vos descendants, donc vos enfants. C'est aussi une façon de ne pas leur faire porter ces mémoires. Et si vous vous retrouvez dans ce qu'on a abordé aujourd'hui, sachez qu'il est possible de changer, toujours de briser les chaînes des héritages émotionnels et de créer une nouvelle histoire plus sereine et surtout beaucoup plus libre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions ou expérimenter tout simplement les constellations avec moi ou la psychogénéalogie ou l'hypnose ou l'art-thérapie transgénérationnelle parce que j'ai plusieurs outils au niveau transgénérationnel. Et voilà, je fais les constellations, les séances en visio si vous êtes loin ou alors à Angers et à Paris. Et si ce podcast vous a plu, merci de le liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de le partager si vous sentez qu'il y a des gens que ça peut aider et que ça peut libérer aussi au passage en ayant des prises de conscience. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, profitez bien des gens que vous aimez et on se retrouve très prochainement en 2025.